Et le distributeur de Seven lui a permis de réaliser son rêve, un rêve qui s'intitule aujourd'hui Crying Freeman. Regardez. C'est un premier film superbement maîtrisé. On sent les influences Scorsese, John Woo. Samuel Hadida est quelqu'un qui a décidé de se constituer une écurie de jeunes cinéastes branques, dont je fais partie. Une véritable famille, c'est vrai, une famille par laquelle est passé Quentin Tarantino, par laquelle est passé Roger Avary. Donc c'est quelqu'un qui, avec Freeman, a décidé de montrer qu'il était possible aussi pour un jeune cinéaste d'établir son premier film, non pas par rapport à l'avance sur recette, mais de l'établir par rapport à la réalité du marché. C'est exactement ce qui s'est passé avec Crying Freeman. C'est-à-dire que le film s'est monté parce qu'on l'a prévendu et on a obtenu l'argent des différents acheteurs du monde entier. Gans, c'est pas un réalisateur qui rentre dans le moule du cinéma français. C'est pour ça que, lorsque vous regardez sa filmographie, il a seulement réalisé 5 films en 30 ans de carrière. Il aurait largement pu en tourner le double, s'il avait accepté d'autres projets, s'il avait fait son Yes Man. Par exemple, on lui a déjà proposé de réaliser le premier film Resident Evil, mais il a lu le script, qui était beaucoup trop éloigné du jeu de base, et étant lui-même un gros fan de la licence, forcément il a refusé de le réaliser. Et son premier film, Crying Freeman, a pu se faire car quelques mois auparavant, il avait tourné un segment de Necronomicon, qui est d'ailleurs le premier segment, celui d'ouverture. Cet homme, qui a étudié à l'Institut des hautes études cinématographiques à Paris, est effectivement ce qu'on pourrait appeler un nerd. Je dis pas ça péjorativement, mais on parle d'être un geek dans les années 80, là où c'était archi mal perçu comparé à nos jours. Son rêve à long terme, bien entendu, c'est de réaliser des films. Mais avant de pouvoir passer à l'action, tout fraîchement diplômé de son école, il crée le magazine Starfix avec des amis à lui. Gans a donc 22 ans lorsqu'il est nommé rédacteur en chef de cette revue de cinéma, qui est consacrée à la défense de ceux qui va faire partie de la culture geek. Ça comprend surtout le cinéma de genre, surtout la science-fiction et l'horreur. C'est assez drôle de voir que cette revue défend des œuvres et des cinéastes qui deviendront classiques quelques années plus tard. Les rédacteurs défendent Brian De Palma, David Cronenberg, ou même John Carpenter. On peut dire que ce magazine était un peu avant-gardiste en quelque sorte, dans le sens où il défendait des œuvres qui se faisaient défoncer par la presse à l'époque. Et au final, le temps leur a donné raison. Ils avaient tellement raison que quand d'autres revues vont prendre le train de cette pop culture, ils vont malheureusement se faire submerger, car l'originalité de cette revue, qui était sa force, va se retrouver en concurrence avec d'autres revues qui ont pris ce train en marche. Vous l'aurez compris, Gans est donc passionné de tout ce qui touche à la pop culture. En passant du cinéma, au manga, aux jeux vidéo, etc., etc. On pourrait même le considérer comme un des premiers geeks. C'est alors que Gans va croiser la route d'un producteur français, Samuel Hadida, et il va commencer à écrire des scénarios pour lui, jusqu'à tourner un segment pour Necronomicon, qu'il a tourné dans un hangar à San Fernando Valley. En plus, il n'avait pas le permis de travail requis pour tourner aux États-Unis, donc le tournage s'est vraiment fait clandestinement. Ce court-métrage de Necronomicon est en réalité un test pour Gans pour savoir s'il a les épaules pour réaliser un film. Et c'est comme ça que Christophe Gans, âgé de 34 ans, a le green light et peut passer derrière la caméra pour réaliser son premier film, Crying Freeman, qui est une adaptation du manga éponyme. Perhaps they are mine. Crying Freeman. De base, Mark Dacascos, qui joue le rôle du Freeman, n'était pas le premier choix. C'était Brandon Lee qui devait l'incarner. Gans est un fan absolu de Bruce Lee, qu'il considère comme son idole, et il avait déjà rencontré Brandon auparavant. On a rencontré Brandon, et je me souviens très très bien, c'est lui qui avait donné le lieu où il voulait nous rencontrer. Il est arrivé, il était absolument un biker, donc il avait une moto, il était habillé entièrement en cuir, etc. Et les deux choses dont je me souviens de lui, d'abord, c'est le caractère très sombre de ce personnage. Non pas qu'il était antipathique, mais on sentait quelqu'un d'extrêmement sombre, oui, c'est-à-dire dark, comme on dirait aujourd'hui. Et d'autre part, moi j'étais fasciné parce que c'était le fils de ma plus grande idole, bien sûr, ouais, qui est Bruce Lee. Et donc je le regardais en me disant, c'est le fils de Bruce Lee qui est devant moi. et je me rappelle avoir été dans une forme à la fois d'admiration et presque de vague inconfort d'être devant quelqu'un qui était, voilà, bon... Le fils du plus grand artiste martial, mais également de l'idole de mon enfance, quoi.
Et ensuite, donc il avait pris en considération le projet et les choses évoluaient bien. Malheureusement, Brandon est décédé sur le tournage de The Crow à cause des blessures d'une balle coincée dans une arme chargée à blanc. C'est donc dans la douleur que Crying Freeman perd son acteur phare. Je suis allé voir The Crow et j'étais stupéfait par la beauté du film, mais à ce moment-là, je savais que Brandon n'était plus avec nous, parce que évidemment, je ne pouvais que faire le rapprochement entre le destin de son père et le sien, et le fait que j'avais rencontré cette personne quelques mois auparavant, puisqu'en fait, le segment de Necronomicon, j'avais été engagé pour le faire, pour faire mes preuves pour la réalisation de Crying Freeman, puisque le Necronomicon était coproduit par les coproducteurs donc de Crying Freeman, qui est Takai Chise, qui est un producteur japonais qui est devenu très célèbre après pour avoir produit The Ring et Grudge, donc, qui ont été d'immenses succès du cinéma d'horreur japonais. Et donc, j'avais été embauché pour ça, pour faire mes preuves, ce qui s'était bien passé. Donc, j'avais ensuite pu faire Crying Freeman. Mais c'est comme ça que Brandon a disparu et que la perspective d'avoir donc Brandon Lee à bord sur Crying Freeman. Malgré tout, The Crow a été complété à l'aide de doublures, et c'est devenu le film culte que l'on connaît aujourd'hui. Concernant le film de Gans, Jason Scott Lee a aussi été envisagé pour le premier rôle, car l'équipe a vu sa performance dans le film Dragon, mais il n'a pas pu tourner pour des raisons de planning. Et un jour, Christophe arrive dans son bureau, et un jeune homme l'attend assis dans une chaise, lui disant qu'il adore le manga et qu'il voudrait être considéré pour le rôle principal. Cet homme, c'est Mark Dacascos, qui va effectivement décrocher le rôle titre, ce qui va déclencher un bordel monstre dans la production. Déjà, il a fallu réduire le budget du film et couper pas mal de gros morceaux, car les producteurs estimaient que Dacascos n'était pas bankable, et ensuite les producteurs se sont désintéressés du projet. Pour un premier film, c'était vraiment pas évident, mais on sent que Gans reste malgré tout fidèle à sa vision initiale avec Dacascos. Et après un tournage à Vancouver en 1994, le film sort en 1995 et est un succès critique et commercial. Crying Freeman puise son inspiration principalement dans le cinéma hongkongais, que Gans adore et il reproduit d'ailleurs beaucoup de codes. C'est bien évidemment un hommage au cinéma de John Woo et à des films comme À toute épreuve et à The Killer. On y retrouve des techniques de mise en scène assez similaires comme des ralentis lors des fusillades. On a affaire à un film hybride franco-japonais et on commence à voir la naissance d'un cinéaste qui fait du cinéma de genre. Il faut aussi souligner le fait que Mark Dacascos réalise ses propres cascades et que l'héroïne du film jouée par Julie Condra est en fait sa future épouse dans la vraie vie. Crying Freeman permet à Gans de se faire un nom, de créer son label d'édition de cinéma hongkongais nommé HK Video, en association avec Samuel et Hector Adida, label qui s'occupera de distribuer du cinéma asiatique, et d'ailleurs quelle coïncidence, car dans la collection HK Video, on va retrouver du John Woo. Puisque brusquement, il se trouve que le producteur de Crying Freeman, qui s'appelait Samuel Adida, était en même temps, possédait beaucoup de droits, puisqu'il était distributeur aussi, et il possédait énormément de droits de films de Hong Kong, il ne savait pas quoi en faire. Et donc je lui ai proposé, je lui ai dit, écoute, on vient de faire un film qui a marché, et pourquoi on ne se servirait pas de ça pour proposer une collection pour les fans, déjà pour les gens qui avaient aimé Crying Freeman, et pour leur montrer d'où descend Crying Freeman, voilà, d'où ce film vient. Et en fait, il a trouvé l'idée cool. On a créé un fascicule qui, en plus de la première cassette qu'on a sortie, ce fascicule a eu un énorme succès. C'est devenu la revue HK, avec la collection HK, qui a d'abord été en cassette, puis après en DVD. Et ça a permis, je pense, je rencontre tous les jours des gens qui viennent me voir en disant « Ah, formidable, grâce à vous, j'ai pu découvrir ça. » Donc, j'ai pu jouer un rôle de passeur, je veux dire. L'histoire suit deux personnages, un personnage de jeune noble, naturaliste, c'est-à-dire scientifique, qui s'appelle Grégoire de Fronsac, qui est interprété par Samuel Le Bihan. Et ce personnage revient juste d'Amérique, où il a participé aux guerres indiennes. Au cours de ces événements, il s'est lié d'amitié avec un Indien iroquois, un Mohawk, du nom de Mani, interprété par Mark Dacascos. Et ces deux personnages, donc, vont débarquer un beau matin dans cette région du Gévaudan, avec pour mission de trouver et de ramener empaillée la bête du Gévaudan. Un ami qui bossait avec Gans chez Starfix, nommé François Cognard, avait développé le Pacte des loups avec un scénariste nommé Stéphane Cabel. À la lecture du script, Gans décide de faire le film.
Le succès de Crying Freeman lui a permis de se faire un petit nom dans le cinéma français. Le but de ce film, pour les producteurs et pour le réalisateur, c'est de faire un blockbuster à la française en utilisant la carte locale avec l'histoire de la bête du Gévaudan. La pré-production a eu quelques différends. Là où les producteurs avaient tablé sur 90 jours de tournage, Gans en a trouvé 115 sur son plan de travail. Il en fera 140 au total, avec environ 30 millions de dollars de budget. Tout a été fait en décor naturel, ce qui a entraîné beaucoup de contraintes météorologiques, et par la même occasion des retards de tournage. Par exemple, Vincent Cassel n'est arrivé que quelques jours après le début du tournage, ce qui a entraîné un retard dès le départ. Le film rate sa première date de sortie, mais il sortira finalement 3 mois après celle-ci. L'affiche du film, où l'on voit le personnage de Grégoire de Fronsac et de Mani masqués, a été décidée alors que la scène d'ouverture n'était pas encore tournée. C'est pourtant dans cette scène qu'on les voit masqués sous la pluie. Une scène qui a inspiré d'ailleurs de grands game directors, comme Hidetaka Miyazaki, qui cite le Pacte des loups comme inspiration esthétique pour les costumes de Bloodborne. Tout ça pour vous dire que la scène d'ouverture a été tweakée pour justifier ce poster. Cette scène d'intro est inspirée du film Django de Sergio Corbucci. Le film se présente comme un métissage assumé entre le film de cap et d'épée et le cinéma d'arts martiaux hongkongais. Ce qui va pas mal diviser à l'époque, car inclure des éléments de films d'arts martiaux était assez mal vu, mais c'est au final ce qui va faire l'originalité du film, et ce qui va lui donner cette réputation à l'international. C'est aussi ce qui va faire que le film va rester dans la conscience des gens 25 ans plus tard. C'était aussi un gros pari, car le Pacte des loups est considéré comme un ovni du cinéma français, dans le sens où produire un film de genre avec ce budget est très peu commun, dans un paysage cinématographique où l'on a tendance à beaucoup se reposer sur de la comédie. Gans a toujours voulu faire ce film comme un espèce d'Il était une fois en France, en faisant référence au film Il était une fois en Chine de Tsuyark. Un film qui utilise une histoire locale pour produire un film d'aventure. Gans cite également La rage du tigre de Shang-Chi comme inspiration pour ce film. Le personnage de Mani avait beaucoup moins d'épaisseur et était beaucoup moins important dans le premier script. Ce qui m'a fasciné dans le script du Pacte des loups, la première fois que je l'ai lu, c'est le personnage de l'Indien, qui est finalement interprété par Marc Dacascos dans le film. C'était un personnage qui n'était pas très développé dans le premier script, mais qui était pour moi l'entrée, c'est-à-dire la prise à l'intérieur de laquelle je pouvais me brancher directement dans l'intérieur du film. C'est-à-dire que pour moi, faire un cap et d'épée, c'est quelque chose, mais ça ne peut pas aller sans tout le bagage que je transporte en tant que cinéphile. Le problème, c'est comment arriver à faire un cap et d'épée en emmenant d'autres mythologies à l'intérieur. C'est vrai qu'à travers le personnage de l'Indien, j'avais la possibilité de faire dialoguer le cap et d'épée français, qui est un peu le western, notre western à nous, et le western américain classique. C'est-à-dire que brusquement, j'avais un personnage d'une autre mythologie qui venait s'inscrire dans une mythologie qui nous est propre, une mythologie purement européenne. Mani qui est interprété par Marc Dacascos. Et c'est super intéressant de voir la différence de notoriété de l'acteur entre Crying Freeman et le Pacte des loups. Personne ne voulait le prendre à l'époque de Crying Freeman. Personne. Il était considéré comme un acteur de série Z qui valait pas un clou. Et à la réunion de casting pour le Pacte des loups, les gens se demandaient s'il allait vraiment le faire. Pour le casting, Gans a voulu prendre de jeunes acteurs comme Samuel Le Bihan, la regrettée Émilie Dequesne, Monica Bellucci, Jérémy Régnier, avec des acteurs et actrices plus âgés, qui avaient plus de bagages comme Jean-Yann, Jean-François Stévenin et Eddie Scobb. Gans réussit à avoir les services de Philippe Kwok comme coordinateur principal des cascades, qui a aussi travaillé avec John Woo, notamment sur le film À toute épreuve, ce qui donne lieu à des combats bien chorégraphiés et qui renforce ce côté hongkongais dans le film. Gans met également des clins d'œil à des jeux vidéo qu'il apprécie particulièrement, comme l'épée que tient le personnage de Vincent Cassel lors du combat final qui n'est autre que l'épée d'Ivy dans Soul Calibur. Le design est différent, mais le fonctionnement est identique à celui du jeu de combat. Le Pacte des loups fut un carton, avec 2 millions d'entrées la première semaine, et au final 5 millions et demi de spectateurs en France. Gans confirme une nouvelle fois qu'il est un réalisateur peu commun dans le paysage français, il confirme qu'il y a un public pour ce type de film, et personnellement, c'est mon film préféré de Gans, je vous le recommande à 100%. C'est bien réalisé, tout est palpable, et il s'avère que le mix des genres fonctionne super bien. Le film a été restauré entièrement en 4K en 2022. La post-production et le mixage ont été refaits de zéro, étant donné que les copies Blu-ray étaient juste un upscale de la version DVD. Une vraie copie HD n'a jamais existé pour ce film. On a décidé de refaire la post-production du film et de remonter le film à partir des éléments négatifs, parce que le film avait été fait à l'origine en étalonnage numérique, donc il n'y avait pas eu un travail comme celui qui a été fait à partir du négatif, donc on a ressorti le négatif, on est reparti du négatif, et donc ça donne aujourd'hui un énorme gap
entre le film tel que les gens le connaissaient, y compris même sur le grand écran, et cette version-là. Puisqu'en fait, il n'y a jamais eu de copie HD de ce film. C'est-à-dire que le stade intermédiaire qu'a connu à peu près tous les films, ce film-là ne l'a jamais connu. On est parti d'une copie SD standard, et on passe directement au 4K. Donc les gens vont avoir une surprise. C'est donc un très gros travail de restauration qui a été fait pour la 4K, avec un mixage en Dolby Atmos et en repartant du négatif d'origine. Les effets spéciaux ont enfin pu être très bien étalonnés. Alors, c'est très simple. Les effets spéciaux, c'est pas que j'y ai touché. J'ai simplement pu étalonner enfin les effets spéciaux. À l'époque, on a essuyé un peu les plates de cette nouvelle technique qui était l'étalonnage numérique. Mais l'étalonnage numérique, quand vous faites des étalonnages d'éléments composites, c'est-à-dire d'une image dans laquelle on a rajouté un élément, vous êtes obligé de faire des caches et des contre-caches. Et il fallait chaque image que ce cache bouge. C'était la pagaille. Ouais, bien sûr, ouais. Aujourd'hui, avec les nouveaux moyens, vous fixez un élément et immédiatement l'ordinateur calcule la position de cet élément d'image en image. Ok, voilà. Ce qui s'est passé, c'est qu'à l'époque, on a fait l'étalonnage des effets spéciaux à la va-vite. Surtout qu'ils sont arrivés très en retard. On les a inclus dans le film. On n'a pas pu les étalonner d'une manière performante. Et voilà, le film est ce qu'il était, etc. Et aujourd'hui, j'ai pu faire enfin un étalonnage correct des effets spéciaux. Parce qu'ils donnent l'impression qu'ils ont été retravaillés quelque part. Moi, non, ils n'ont pas été retravaillés. Ils ont simplement été étalonnés correctement. Non, on n'a rien touché. Non, c'est les effets spéciaux d'époque, ils sont là. Et ils passent beaucoup mieux aujourd'hui. Oui, en fait, il passe beaucoup mieux simplement parce que, par exemple, dans la copie standard du film, la bête, elle tirait des fois un peu sur le vert ou elle tirait un peu sur le magenta. Et on n'arrivait pas à rééquilibrer ça sur le fond qui était généralement un fond éclairé avec des torches. Parce que la bête apparaît massivement dans des scènes de nuit. En fait, maintenant, la bête a la couleur de la scène. Elle n'est plus une espèce de machin rajouté, un peu verdâtre ou un peu rouge. Vous voyez le contraste voilà. à l'époque. C'est-à-dire maintenant, mais j'ai pas refait les effets spéciaux, mais simplement j'ai les effets correctement. Grâce aux moyens d'aujourd'hui. Donc on peut maintenant juger absolument correctement du travail qui a été fait à l'époque sur la bête. Et c'est vrai que beaucoup de gens sont venus me voir en me disant en fait, la bête, elle passe vachement bien. Et alors, je dis, elle est simplement bien étalonnée, tout simplement. Silent Hill 1 était un jeu qui montrait qu'on pouvait descendre très loin dans ses propres émotions en jouant à un jeu. Or, d'après ce qu'on sait, que ce soit en matière de peinture, de littérature, de cinéma, les grandes œuvres sont celles qui nous font descendre à l'intérieur de nos sentiments et de nos sensations. Donc, cela laissait à penser que Silent Hill 1 était une œuvre d'art. Et Silent Hill 2 est une œuvre d'art encore plus élaborée, à mon sens. Je vous l'ai dit tout à l'heure, mais Gans, c'est un geek. Et donc, c'est un gros connaisseur de jeux vidéo. En fait, sur PC, je suis tombé... mon neveu avait acheté Quake et je suis retombé dans les jeux vidéo à ce moment-là. J'ai acheté une PS1 et puis c'est parti. Après, c'est devenu un truc de fou. Voilà. Le jeu vidéo a cette espèce de pouvoir de captation qui est tellement puissant. Il y a quelque chose les enjeux qu'il développe sont de plus en plus extraordinaires. Enfin, je pense évidemment à un jeu comme Last of Us 2, par exemple, les enjeux moraux à l'intérieur du jeu. À part dans certains grands livres, je vois pas dans le cinéma une telle mise en abîme des enjeux moraux d'un récit comme celui-là, quoi. Je veux dire, les moments où on se rend compte qu'on a basculé dans le corps adverse, on va dire les choses comme ça, sans qu'on ait vu le coup venir, c'est un moment très perturbant où on se bat contre... Et on est vraiment bousculé. On est bousculé dans ses certitudes, etc. Oui, le jeu vidéo est un art adulte et qui aujourd'hui, je veux dire, emmène les gamins, parce que évidemment, c'est joué mais aussi par des jeunes adultes, mais emmène certains gamins sur des rivages que moi, à leur âge, je ne pouvais pas explorer avec le cinéma et éventuellement avec une littérature dont peut-être parfois le sens pouvait m'échapper. Mais là, eux, ils l'ont plein fouet, quoi. Ils l'ont plein fouet. C'est dément. Hein. C'est un art inouï, je veux dire. Et le truc, c'est qu'il a joué au premier Silent Hill sur la première PlayStation. Et il en est absolument fan. Ça nous fait un point commun. Silent Hill, c'est ma licence préférée avec Metal Gear. C'est vraiment très très cher à mon cœur. Bref, pendant la production du Pacte des Loups, il est allé voir son producteur, Samuel Adida, qui était alors patron de la Métropolitane et qui a fondé la société Davis Film, toutes deux chargées de la distribution de films.
Et Gans lui a parlé de Silent Hill, lui disant que c'était un jeu fantastique, qu'il avait bouleversé et qu'il aimerait absolument l'adapter au cinéma. Sauf qu'on est à une époque où les jeux vidéo, c'était pas devenu mainstream dans la conscience collective. Et le plus important, c'est qu'il faut avoir les droits d'exploitation de la licence au cinéma. Il faut que Gans trouve un moyen d'acquérir les droits auprès de l'éditeur de Silent Hill, Konami. Qu'est-ce que Gans a fait pour obtenir les droits de la licence Silent Hill ? Est-ce qu'il a envoyé des mails jusqu'à ce que Konami daigne lui répondre ? Ok, il a envoyé une vidéo où il a analysé le jeu, il a expliqué à quel point Silent Hill était important à ses yeux, et il leur a expliqué son envie d'adapter le jeu au cinéma. Et c'est comme ça que Konami leur a effectivement donné les droits cinématographiques de la licence Silent Hill. Faire une adaptation de jeu vidéo au cinéma, ça relève de l'impossible, car tu dois transposer la narration du jeu dans un film, tu dois lui soustraire l'interaction avec le joueur, c'est absolument pas le même média. Et forcément, étant donné qu'un jeu dure une dizaine d'heures, voire plus dans le pire des cas, tu dois tout condenser en 2 heures de film. C'est une mission impossible. Absolument toutes les adaptations de jeux vidéo live action au cinéma sont catastrophiques. Il y a juste une poignée qui sont l'exception qui confirme la règle. Silent Hill en est une. C'était archi pas gagné. Si vous avez fait le jeu de la Team Silent sorti en 99 sur la PS1, rappelez-vous de cette narration fragmentée à travers les documents dispersés dans la ville. L'histoire du premier Silent Hill n'est pas du tout jetée à la figure du joueur. Celui-ci doit faire un travail de documentation s'il souhaite tout comprendre au jeu. Et donc, transposer l'histoire du premier Silent Hill au cinéma est vraiment un exercice difficile, car il faut que tu poses les bases, que tu racontes l'histoire du premier jeu, que tout soit limpide et compréhensible, aussi bien pour les néophytes que pour les joueurs. On se rend pas compte à quel point c'est compliqué. D'autant plus que Gans et son équipe ont reçu des menaces de mort de la part de certains fans hardcore du jeu. Donc c'est dans un climat douloureux que le film s'est fait. Pour la petite anecdote, c'était surtout Silent Hill 2 que Gans voulait adapter sur le grand écran. Mais Silent Hill 2 est un jeu vidéo beaucoup trop riche et complexe pour être adapté sans un minimum de contexte. Et ça pose un gros problème pour un public qui ne connaît pas l'univers des jeux. Un choix a donc été fait en adaptant finalement le premier jeu, pour poser les bases de la mythologie et expliquer toute l'histoire d'Alessa Gillespie et d'Harry Mason. L'équipe du film a voulu utiliser le moins de CGI possible pour reproduire les monstres, car elle voulait que tout soit palpable, que rien ne fasse faux. Ils ont embauché des danseurs, et ça leur permettait de reproduire les mouvements dérangeants des créatures présentes dans Silent Hill. C'est aussi une des raisons pour laquelle la brume est faite en practical, avec des machines à fumer industrielles, pour que les comédiens réagissent naturellement au décor. Ok, elle sera retouchée en post-production, mais c'est surtout une question d'immersion pour les acteurs. Le tournage s'est effectué principalement à Brantford, dans une partie de la ville avec des décors typés industriels, auxquels on va greffer l'ambiance de Silent Hill. Dans ce film, il n'y aura jamais de jumpscare gratuit. Toute la peur et la tension se feront via l'ambiance de la ville et les thèmes abordés par l'histoire. Silent Hill est avant tout basé sur de l'horreur psychologique et sur les peurs enfouies en chacun de nous. Gans cite les peintures de Francis Bacon comme inspiration pour le film, ainsi que le cinéma d'Andrei Tarkovsky. Bien évidemment, les jeux ont déjà des inspirations énormes de l'échelle de Jacob d'Adrian Lyne, du cinéma de David Lynch en général, et d'ouvrages comme Crime et Châtiment de Dostoïevski. Et là, je cite une partie infime des influences du jeu, mais ici on reste plus sur le film, donc évitons de déborder. Le scénario est écrit par Roger Avary, qui est surtout connu pour avoir bossé avec Quentin Tarantino sur l'écriture de Reservoir Dogs et de Pulp Fiction, mais aussi sur celle de True Romance. Dans cette adaptation, on retrouve forcément des personnages du premier jeu, comme Sybil Bennett, l'agent de police que rencontre Harry Mason, Dahlia Gillespie, Alessa, mais on va avoir des ajouts de personnages comme Christabella, qui va grosso modo servir de leader du culte, rôle que remplissait Dahlia dans le jeu vidéo. Et cette fois, c'est pas l'histoire d'Harry et Jodie Mason qui recueillent Cheryl et qui vont l'élever. C'est Christopher et Rose da Silva qui font le couple, et c'est la mère qui va emmener sa fille, Sharon, à Silent Hill. Ça, c'est une décision qui va beaucoup faire débat. Le fait que Harry Mason devienne une femme est discutable, mais il est pleinement assumé par Gans. In fact, what happened is that because we wanted to adapt the first game, it was obvious for us, I mean, for me and my co-writers, that the hero will be Harry Mason, and the hero of the first game. And when we start to write him, respecting his personality, we found that he was acting, he was talking like a woman. You know, this guy, and he worked very well in the game, but when you try to transpose him as a real character, it's a woman. And for me, there was two options. Or I was transforming completely the guy
and except his name, or I was trying to keep the psychological atmosphere of the character, and I was making him a woman. And we decided to make him a woman. I think that because Silent Hill is a very beautiful creation, I don't think that it's important if the main character is wearing a dress or a pants. What is important is that he has a very specific quality into his or her feeling, and it has a specific mood. And we thought that the fan will understand very well that, because we'll preserve the atmosphere of the game, which is the most important thing. Au moment de l'écriture du film, les scénaristes se sont rendus compte que le comportement d'Harry dans le jeu se transposait mal à l'écran. Il était assez émotif et il agissait davantage comme une femme. Et au final, ce choix a été fait car le film a été conçu pour que Silent Hill soit une société matriarcale. Quand vous regardez le film, prêtez attention aux personnages qui sont dans Silent Hill, qui sont les personnages féminins, et les personnages masculins comme Christopher Da Silva et Thomas Gucci, interprétés par Sean Bean et Kim Coates, sont à leur recherche. Ils sont en dehors de l'histoire. Le personnage de Sean Bean n'apparaissait qu'au début et à la fin de l'histoire dans le scénario original, mais les producteurs voulaient qu'il y ait un rôle masculin plus important dans le film. Donc toute la storyline de ce personnage, toute son enquête, a été rajoutée plus tard dans le scénario. Des libertés ont été prises pour cette adaptation, et c'est globalement ce qui fait le débat avec ce film, car je pense qu'on est tous d'accord pour dire qu'esthétiquement, et en termes d'ambiance, Gans et la production ont reconstitué à merveille l'ambiance du jeu, tout y est, que ce soit une reproduction archi-fidèle des environnements du jeu, un sound design vraiment propre, et bien entendu la BO culte d'Akira Yamaoka qui est présente dans le film. Gans tenait absolument à utiliser les musiques du jeu, car il estime à juste titre que la soundtrack de Yamaoka fait beaucoup du charme du jeu original. Akira Yamaoka est d'ailleurs satisfait du film, l'adoube et le considère comme son préféré de Gans. Par contre, en tant que fan de Silent Hill, je dois vous avouer que je suis vraiment pas fan du script du film et des modifications apportées. On peut noter la présence de Pyramid Head, monstre emblématique de la franchise qui est apparu dans Silent Hill 2, créé par Masahiro Ito, directeur artistique légendaire de Silent Hill 2 et 3, et là ça pose problème, car Pyramid Head est lié au personnage de James Sunderland. Gans justifie sa présence dans le film par le fait que ce ne soit pas le même Pyramid Head. D'ailleurs, il l'appelle Red Pyramid, ce qui est vraiment un nom de puriste pour ceux qui savent. Et d'un autre côté, on te rajoute des nouveaux monstres comme le Janitor qui sont sympas. Dans le jeu vidéo, Harry constate que de la neige tombe dans la ville, alors que dans le film, c'est de la cendre. Il y a autre chose qui est important à souligner dans ce film, c'est la scène des infirmières, qui prouve décidément que ce film a été fait par un connaisseur du jeu. Quand Rose éteint sa lumière, elle peut passer entre les infirmières sans se faire tuer. Tout comme les ennemis sont beaucoup moins agressifs si vous éteignez votre lampe torche dans le jeu. Peut-être que la production a mis son grain de sel dans le film. Peut-être que Gans approuve certaines décisions douteuses dans le film au final. Malgré toutes mes réserves, force est de constater que ça reste mon adaptation de jeu vidéo préférée en live action. Parce que l'ambiance y est, l'esthétique y est, et parce qu'on peut dire ce qu'on veut, mais le film est fait par un gros fan du jeu, et ça se voit. Il obtiendra une bonne réputation auprès des joueurs, même si les critiques seront divisées cette fois-ci, mais le succès commercial est là. Et puis bon, on relativise sur la qualité du film quand on voit juste après le résultat de la suite qu'il n'a pas réalisé. Pourquoi Gans n'est pas repassé derrière la caméra pour Silent Hill Revelation? Il travaillait sur une adaptation d'Onimusha, célèbre saga de jeux vidéo publiée par Capcom. Malheureusement, cette adaptation se verra annulée, et c'est là que Gans va avoir énormément de mal à concrétiser ses projets. Car là où certains films arrivaient quand même à obtenir des financements et à se faire, ça va devenir beaucoup plus compliqué pour lui. On parle quand même d'un réalisateur avec un ratio d'un film sur 3 qui se fait, avec des gaps de 5 à 8 ans pour ses films, sans compter celui du prochain. Il a essayé de monter un projet d'adaptation de Fantomas avec Vincent Cassel, qu'il devait retrouver après le Pacte des Loups, qui fut annulé pour des raisons de désaccord sur la direction de ton du film. Il devait aussi faire Rahan, qui est tombé à l'eau également, en raison de difficultés de financement et de soutien insuffisant des chaînes françaises. En 2014, un projet va finalement voir le jour, grâce au financement de Pathé, de TF1, d'Esquad et A13 Media. En quoi ce conte, La Belle et la Bête, vous a inspiré pour en faire une nouvelle adaptation, pour proposer cette version très moderne? Simplement, c'est que si on revient au texte original de Madame de Villeneuve, non pas qu'on découvre une autre histoire que celle qu'on connaît, c'est exactement l'histoire telle qu'on la connaît, mais je crois que la version longue du texte littéraire donne une idée de la richesse, en fait,
et de la richesse de propositions en termes symboliques, en termes littéraires de cette histoire. Souvent, cette histoire, elle est vue à travers le conte réduit de 10 pages qui a été écrit 20 ans plus tard et dont la morale est en gros il faut savoir aimer au-delà des apparences. C'est un peu mince quand on s'amuse à relire le texte original. Le texte original est beaucoup plus profond, beaucoup plus étonnant, et la signification, la métaphore, c'est au centre de cet affrontement entre une femme et une créature animale qui vont finir par s'aimer, est en fait beaucoup plus vaste que simplement la problématique de l'apparence. La Belle et la Bête de Christophe Gans est une adaptation du conte original de Madame de Villeneuve, paru en 1740. Bien sûr, cette histoire a déjà connu plusieurs adaptations, comme celle de Jean Cocteau qui est souvent cité par Gans comme un de ses réalisateurs préférés, et celle en animation faite par Disney. Gans ne parle pas trop du Disney, car il ne l'apprécie pas pour toutes les libertés prises qui font qu'il s'éloigne beaucoup du conte de Madame de Villeneuve. Il y a néanmoins une seule frustration de Gans par rapport à l'histoire de Madame de Villeneuve, et qui n'est pas développée dans le film de Cocteau. Cette frustration, c'est que la malédiction qui transforme l'homme en bête ne fait l'objet que d'une ligne de dialogue. C'est là où la version de Gans va creuser, car là où on adapte le même conte, on va avoir une approche différente de celle de Cocteau, dans le sens où les thématiques traitées seront différentes. Le réalisateur explique que le film a effectivement des réflexions écologiques et approfondit la chute sociale. Hormis le conte original et le film de Cocteau, les inspirations du film sont ceux d'Hayao Miyazaki, notamment pour sa représentation de la magie et de la nature, et quelque part, un peu du ton. Pour La Belle et la Bête, Gans a décidé de faire un film qui reposait énormément sur des images de synthèse. Quasiment tout le tournage s'est fait en studio sur des fonds verts et bleus. Ce choix qui a été assumé s'est fait car en 2009 est sorti Avatar de James Cameron. Le monde a vu Pandora, et tout le monde a pété un plomb de voir à quel point on pouvait faire un film en CGI où l'immersion était à ce point incroyable. But on Beauty and the Beast, I decide to cross the line and go to something which is a pure synthetic movie on screen. Also because in the meanwhile, I have been blown away by Avatar. Avatar for me was such a shock that I stayed at my home during 1 week just to try to figure what I have seen. It was not the first special effects movie, but somewhere it was a movie for me which was opening the new century of cinema. Suddenly I realized by seeing Avatar that the period where it was important to take his camera to different country, to place in the world where nobody went, was over. But now the camera was turning from here to there, inside the brain of the director. And I realized that now what the landscape that the people want to see are imaginative landscape. Landscape that you can only create in your brain and then through CGI. And suddenly, when you start to think about that, it opens a full world of new experimentation in cinema. Pour raconter un conte de fées, pour faire un film fantastique, le choix de la CGI peut s'entendre, car tu peux créer des paysages qui sortent complètement de l'ordinaire, tu peux te permettre des plans de caméra que tu ne te permettrais pas en practical. C'est vraiment deux approches totalement différentes du cinéma. Les deux sont valables, tant qu'elles sont bien exécutées. Sur ce point, c'est vraiment réussi, le film est vraiment beau. Il y a un soin particulier apporté au décor, les plans sont composés et réfléchis, et c'est impressionnant qu'une production française soit de ce niveau visuel. En l'occurrence, le tournage, qui s'est déroulé dans les studios de Babelsberg en Allemagne, s'est fait en 57 jours. La salle de montage se trouvait à 20 mètres du lieu de tournage, ce qui permettait à l'équipe de très vite rebondir s'il manquait des plans dans le film. Les premiers rôles, donc celui de la Belle et de la Bête, ont été écrits pour Léa Seydoux et Vincent Cassel, qui ont été les premiers choix et qui ont donc fait ce film. Cela signe donc enfin les retrouvailles entre Gans et Cassel depuis le Pacte des Loups. Le film se démarque également car tout est bâti sur le point de vue de Belle. Il y a donc eu un décalage de point de vue, là où la version de Cocteau montrait aussi le point de vue de la Bête. Ici, Gans trouve des astuces scénaristiques à travers le personnage de Belle pour développer le passé de la Bête. Moi, je voulais que mon film soit le point de vue d'une femme. C'était la grande différence avec le Cocteau. Dans le Cocteau, Josette D est magnifique, mais elle sert de catalyseur entre la caméra et Jean Marais, de toute évidence.
Et elle est souvent filmée de dos. et je trouvais que moi, je voulais vraiment le point de vue de Belle. Et il me fallait pour ça une actrice qui soit à la fois classique, juvénile, féminine, moderne, solaire et avec des profondeurs. Et en fait, Léa a tout ça. Et elle est vraiment unique en son genre. Gérard Depardieu devait jouer le père de Belle, mais il s'est désisté. C'est donc André Dussolier qui reprend finalement le rôle. Le film fait aussi le choix de se situer pendant l'époque du Premier Empire, pour un choix d'esthétisme, mais aussi pour renforcer les thèmes du conte, qui sont la fin de l'aristocratie, chose qu'aborde le film, mais aussi la transition vers une autre époque. C'était aussi un choix pour enrichir le récit, tout en respectant le matériau de base. Le film reçoit des critiques mitigées, certains saluant la réalisation et la beauté visuelle du film, tandis que d'autres pointent du doigt le manque d'émotion et la romance sous-exploitée entre la Belle et la Bête. Par contre, le film est encore une fois un succès commercial, en rapportant 47,4 millions de dollars pour un budget d'environ 35 millions. Et c'est le dernier film que Gans a réalisé. Son problème, c'est que le cinéma qu'il veut réaliser n'est pas du tout celui que le système français préfère produire. Son cinéma, c'est une vision romancée et poétique, c'est un travail rigoureux sur le visuel, une exigence sur les décors, sur les costumes. Ces films sont ultra ambitieux et très peu de producteurs veulent se lancer dans la production de ce type de film en France. Ce qui est super paradoxal, car c'est quand même un réalisateur qui fait des entrées. Tous ses films ont marché. Quand il essaye de faire Bob Moran, il n'obtient pas les financements nécessaires pour lancer le tournage. Quand il veut adapter 20 000 lieues sous les mers, le projet se fait annuler. Gans a pendant un temps travaillé sur une nouvelle adaptation de Tarzan, qui est tombée à l'eau. Pendant un temps, il a aussi eu comme projet d'adapter Corto Maltese au cinéma, qui a été annulé pour des raisons juridiques. Plein de projets de films, mais aucun n'aboutira. On pourrait presque croire qu'il est maudit. Il n'a pas pu sortir un film depuis 2014. Il connaît à chaque fois un blocage pour réaliser un film. Mais les temps changent, et les choses évoluent. Samuel Hadida, le producteur de Gans, est décédé en 2018. C'est son frère, Victor Hadida, qui reprend la direction de la Métropolitane et d'Avis Film. Ces boîtes ont toujours les droits de Silent Hill, sur les conseils de Gans, mais elles avaient également acheté les droits d'une autre licence d'horreur connue, Project Zero, ou Fatal Frame si vous êtes vraiment des puristes. Gans a donc écrit un nouveau film Silent Hill et un film Project Zero pendant la période de confinement du Covid-19. Donc, en fait, on a pendant tout le confinement, les 3 confinements qu'on a connus, les 2 ans, c'est-à-dire 2020-2021, moi j'ai passé une année à écrire Silent Hill et j'ai passé la 2e année à écrire Fatal Frame. Et tout fier de ce nouveau script, qui est enfin l'adaptation de Silent Hill 2, il est de nouveau rentré en contact avec les gens de chez Konami pour leur proposer de faire un nouveau film. Il se trouve que Konami a voulu relancer la franchise Silent Hill, qui a été absente du paysage vidéoludique depuis l'annulation du Silent Hills de Kojima. L'éditeur a donc prévu toute une pipeline de jeux vidéo et a inclus le futur film de Gans, Return to Silent Hill, dans l'optique de ressusciter la licence. If we want to keep the link with the audience, we have to be perfectly aware that everything has changed in 15 years. Everything has been washed away. We have to bring back something, very surprising. Maintenant, on est en 2026, le film sort dans quelques jours en France, et la question c'est plus est-ce que Gans peut adapter Silent Hill ? Ça globalement il l'a prouvé avec le premier film. La question c'est surtout est-ce que Gans est encore dans le coup pour réaliser un film et va pouvoir adapter le plus gros morceau de la licence ? Si c'est un film correct, si ça se regarde, si ça respecte relativement le matériau d'origine, ce sera déjà bien. Mais les fans semblent plus partagés que jamais par rapport à ce film. Certains sont confiants vis-à-vis du travail passé de Gans, et d'autres voyant les trailers et changements effectués qui font douter. Est-ce que Retour à Silent Hill sera à la hauteur d'un revival de franchise pourtant très bien entamé avec le remake de Silent Hill 2 et Silent Hill F ? Est-ce que Gans va encore parler aux spectateurs actuels ? Est-ce que le film fonctionnera commercialement ? Réponse dans les prochaines semaines.